Alors, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît? Ouais, bonjour, Siamaka Gababay. Je suis actuellement premier adjoint à la maire de Strasbourg, vice-président de l'Eurométropole. Je m'occupe des questions financières. Je suis élu au sein d'une coalition écologiste et citoyenne à la ville de Strasbourg et à la métropole. Et par ailleurs, je suis médecin urgentiste, toujours en fonction à temps partiel aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg. D'accord. Alors, depuis tes débuts de militant, quelles ont été tes premières rencontres avec l'extrême droite? C'était quand j'ai commencé à être, après mon premier engagement militant qui était à la Fédération anarchiste à Strasbourg, un court engagement. J'étais à l'UNEF, le syndicat étudiant, UNEFIDE au départ, UNEF réunifié après, et donc sur le campus on avait quelqu'un qui était affilié au GUD, mais à l'époque c'était, il y a eu parfois de la confrontation verbale, parfois de la confrontation physique, mais ça ne m'a jamais impliqué moi. Je suis pas un bagarreur dans l'âme, en tout cas pas de la bagarre physique. Et donc c'était à ce moment-là. Mais à ce moment-là, le campus était plutôt le fait d'être d'extrême droite. Je suppose qu'il y en avait, mais c'est pas quelque chose qui se revendiquait ou qui se disait, ou en tout cas ceux qui sont revendiqués étaient quand même des gens dans la marge. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui se revendiquaient non plus de droite. C'était avant les années Sarko. Et c'est vrai qu'après les années Sarko, les choses ont changé. Il y a quelque chose qui a changé avec une revendication, une fierté trouvée à droite, à la droite de la droite. Et donc, du coup, aussi une permissivité sur l'extrême droite. Mais à l'époque, les facs étaient tout le temps mobilisés contre l'extrême droite. Je me rappelle du 21 avril 2002 et la manière dont on a organisé du jour au lendemain des manifs monstres. Et c'était les étudiants, et notamment l'UNEF, qui menait la grande manifestation de Strasbourg, qui a rassemblé à l'époque plus de 50 000 personnes. Donc, il y avait une université, une fac, une population mobilisée contre l'extrême droite, et on n'était pas, en tout cas on était à des milliers d'années-lumière de la libération de la parole raciste comme aujourd'hui. Du coup, la question suivante, c'est de quelle manière, d'après toi, de quelle manière les discours de l'extrême droite ils ont évolué? Tu as déjà dit qu'à un moment, il y a un moment de bascule avec l'arrivée de Sarko, mais c'est vrai que Sarko a beaucoup flirté avec la limite droite républicaine. Disons qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans le champ médiatique, mais c'est quelque chose qui vient de loin. En fait, je pense que la droite et l'extrême droite ont fait le travail probablement que la gauche institutionnelle, la gauche politique a cessé de faire. La gauche était hégémonique dans les années 70, hégémonique sur le plan culturel et sur le plan politique, mais aussi assise sur une histoire qui venait de loin, qui venait du cartel des gauches, du Front populaire, de mai 68, avec un mouvement ouvrier qui était encore très important, qui était une syndicalisation qui était plus importante, qui était portée par la gauche, et une gauche qui pensait la société en tant que telle, dans ses évolutions, dans les nouveaux droits à les conquérir. Et face à ça, en fait, on a l'impression que la droite elle se contentait juste de gouverner, puisque dans la majeure partie de ces années-là, c'est la droite qui a gouverné la France. Mais en fait, il y a une partie de la droite, y compris à l'extrême droite, qui a été très active aussi sur le plan intellectuel, qui a beaucoup travaillé sur le plan, que ce soit des groupuscules comme Occident, comme Ordre Nouveau. C'était pas juste des groupuscules où quelques gens prêts à en découdre se réunissaient pour aller casser de l'antifa ou pas pour aller casser des bougnoules comme ils disent. Mais c'était aussi des gens qui avaient une production intellectuelle. D'ailleurs, c'est assez intéressant que à l'Occident et dans d'autres groupuscules ou de revues ou de journaux d'extrême droite, ils ont commencé à s'approprier le travail de Gramsci, par exemple, autour de l'hégémonie culturelle, et donc travailler sur cette bataille culturelle à mener. Donc je pense qu'il faut replacer son histoire dans le temps long, d'une part, et ensuite ce qui a changé, c'est
le fait que cette parole devienne une parole normalisée dans l'espace public. Et au départ, ça n'a pas été le fait des partis d'extrême droite. C'est surtout le reste du champ politique qui a, notamment une partie de la droite depuis Sarko, qui a commencé à s'approprier les thématiques et les mots de l'extrême droite. Enfin, je pense peut-être même avant, parce que je me rappelle aussi le discours du Chirac, le bruit des odeurs. C'est ça. C'était encore au milieu des années 90. Ça. C'est ça. C'était peut-être des années 80. Je ne sais pas si c'était 90. Non, c'était 90. 90. Il était candidat à l'élection présidentielle. Je crois que c'était même candidat à sa réélection. D'accord. Donc, je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas, il y a une porosité qui a germé entre la droite et l'extrême droite, et un certain nombre de thématiques et de mots qui n'avaient pas de lieu de cité, mais s'ils n'avaient pas de lieu de cité, c'était aussi parce qu'il y avait cette hégémonie culturelle de la gauche dans la société. Et puis parce qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, parce que l'extrême droite était aussi décrédibilisé par la collaboration, le régime de Vichy, la participation à la Shoah, à la déportation, voilà. Donc il y a eu aussi ce passé-là, et je pense qu'en France, on a, comme dans beaucoup de pays, l'examen de conscience n'a pas vraiment eu lieu. Il a eu lieu partiellement. Il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des gens qui ont été fusillés, il y a des gens qui ont été emprisonnés. Et puis après, c'est reparti comme de plus belle. Il y a des gens qui se sont retrouvés premier secret, enfin, qui se sont retrouvés grand administrateur. Papon ou d'autres, ou même un François Mitterrand, disons-le les choses clairement. Tout le monde a le droit d'évoluer et de changer dans la vie, mais au moins de le dire clairement et de reconnaître un certain nombre d'erreurs. Donc il y a une part pour moi aussi de ce refus d'examen de ce qu'a été l'histoire de la France, comme il y a un refus d'examen de l'histoire coloniale de la France, mais dont la gauche est tout aussi dépositaire finalement que la droite. En tout cas, une partie de la gauche l'a aussi accompagné. Je repense à François Mitterrand, qui était dans des gouvernements qui ont été aux affaires quand l'Algérie était coloniale, et qui ne se sont ralliés à l'indépendance de l'Algérie que très tardivement, alors que la gauche civile, que ce soit à l'époque la gauche communiste ou une partie de la gauche, une partie de ce qui était déjà la SFIO, ou une partie du mouvement chrétien, notamment les chrétiens de gauche, sont allés dans cette direction de l'indépendance. Donc il y a d'une part cette porosité, d'autre part pour résumer les choses, donc la porosité des idées avec la droite, le fait qu'il y a des gens qui ont travaillé un renouveau intellectuel de la droite et de l'extrême droite depuis des années, avec à l'appui des ouvrages, des concepts, voilà, un certain nombre de choses, et puis le refus de l'examen de l'histoire coloniale de la France pays d'immigration, où tout d'un coup l'immigré devient le sujet cible, le sujet dont on va parler tout le temps. Et donc autour de ça, ça devient la thématique prioritaire. On fait X lois sur l'immigration, qui est censé combattre un phénomène qui est un phénomène, je veux dire, l'immigration, on peut dire que c'est une chance, et c'est une chance à bien des égards. Pour les immigrés, c'est parfois une blessure. C'est aussi, ça aussi, il faut l'entendre, mais c'est surtout un fait. C'est un fait historique, c'est un fait démographique, et c'est un fait qui a existé de tout temps et qui continuera à exister de tout temps. Et un pays qui passe autant de temps législatif à discuter de l'immigration, c'est quand même un pays qui est pas vraiment clair avec son histoire. À discuter des dangers de l'immigration, parce qu'on peut discuter de l'immigration en réfléchissant à la question de l'intégration, de l'accueil, de ces choses-là. C'est aussi notre réflexion qu'on peut apporter sur les questions de l'immigration. Bien sûr. D'après toi, c'est quoi les premiers indices quand on discute avec des gens comme ça pour reconnaître une parole d'extrême droite ? C'est d'abord une parole qui va chercher des boucs émissaires. Qui, dans une situation économique difficile, va essayer de montrer quelque chose qui serait la faute de personnes qui viendraient de prendre notre travail, nos logements, nos services publics, les aides de l'État, en faisant de ces personnes, en tout cas de manière imagée, d'ailleurs ce qui est parfois utilisé, des sanctions, ou alors des gens qui vont commencer à populariser un certain nombre d'éléments qui sont les concepts aujourd'hui de l'extrême droite, qui sont repris aussi à droite, du grand remplacement,
on n'est plus chez nous, les choses changent, c'est les gens qui partagent pas notre religion, notre manière de vivre, notre art de vivre à la française, nos valeurs. Enfin, des valeurs qui ne sont jamais vraiment définies non plus. Ou alors utiliser la laïcité ou une certaine perception de la République comme si la République était un objet qui était un objet fait une fois pour toutes, une sorte de statue qu'on pose sur une étagère et qui ne devrait jamais changer de forme, alors qu'une République c'est d'abord un champ politique qui est parcouru d'opinions différentes, d'orientations différentes. Entre la République d'Adolphe Thiers et la République de la Commune, il y a deux mondes de différence. Bon, après, si je me réfère à mes cours de philo, la République, c'est la manière de gérer la chose publique. Tout ce que on partage dans les espaces publics, dans les dialogues, dans les idées. Et après, le mode de gestion, c'est la démocratie, une monarchie, etc., etc. Donc... Mais il y a aussi une tendance aujourd'hui à des gens qui vont te parler, notamment des gens qui peuvent se proclamer ou pas, ou qui partagent les idées de ce qu'on a appelé le printemps républicain, l'autoproclamé printemps républicain, où on trouve des gens venus de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, qui, sous le prétexte de conserver, entre guillemets, les valeurs de la République et la laïcité, mènent une guerre frontale à la présence des musulmans, avec l'excuse de l'islamisme rampant, que les valeurs seraient mises en danger. Et ce qui est frappant, c'est que la France est beaucoup traversée par cette question, parce que ailleurs, en Europe, je prends notamment l'exemple d'Angleterre. Alors l'organisation politique et sociale est très différente, mais la question du voile dans l'espace public, c'est pas un sujet de... ça fait pas le JT de 20h, hein, ça fait pas le JT de la BBC en fait. Que des tabloïds d'extrême droite en parlent, c'est une chose, mais le fait est que ces questions-là arrivent dans l'espace médiatique, et le fait d'avoir en fait plus beaucoup de journalisme, mais de l'éditorialisme où on invite des gens à donner leurs commentaires sans interroger le bien fondé de ce commentaire, sans savoir d'où ces gens parlent, sans savoir c'est quoi le bagage éventuellement universitaire de travaux sur lesquels ils se basent dans un débat contradictoire. Du coup, tout ça amène aussi à la création on parle... surtout si on parle du voile, on en parle beaucoup sans donner la parole aux premiers intéressés, quoi. Il s'agit pas de parler d'elle. En fait, y compris les gens qui... Il s'agit de parler à leur place. Voilà, et y compris les gens qui disent, en tout cas, il y a une certaine frange d'un féminisme universaliste et parfois dominatrice qui va apprendre la vie aux femmes qui portent le voile, en disant que voilà la manière dont vous vous habillez. Moi qui viens d'un pays où le voile était obligatoire, je sais combien il est important, en tout cas si on respecte les personnes, de préserver le droit de chacune et de chacun de croire, de pas croire, de pratiquer, de pas pratiquer, de porter les vêtements en adéquation ou pas. Alors chez nous, il y a la question des services publics. Je pense que c'est bien dans les services publics d'observer cette neutralité. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut arrêter ce débat. Il n'y a que la France et il y a quelque chose de malaisant de voir la société française de débattre à un tel niveau de saturation de l'espace médiatique de cette question. On va parler de Burkini, on va parler de... est-ce que les sujets qui concernent 200-300 personnes, ça nécessite d'arriver et d'être instrumentalisé à ce niveau-là? Est-ce que des gens qui veulent aller nager de la manière dont ils ou elles souhaitent, est-ce que ça pose un problème? À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, dans la devise républicaine, il y a aussi le mot liberté. Et la liberté, c'est pas la liberté comme je pense que tu devrais être. La liberté, c'est la liberté de l'individu. Et donc, je trouve que tous ces mouvements qui se décrivent par ailleurs libéral sur le plan économique et libéral sont très peu libéraux sur le plan sociétal, sur le plan des libertés individuelles, des libertés civiques. Et je pense du coup qu'on vit un moment qui dure un peu longtemps, mais bon, voilà, je sais pas si avant c'était mieux
pour des gens qui pensaient comme moi, mais on vit à un moment de réaction, on vit à un moment où on a des flashs totalitaires, discriminatoires, posés sur une catégorie de la population d'une manière complètement instinctive. Et les médias, ils participent beaucoup. Les médias y participent beaucoup, d'une part en n'ayant pas une pluralité de parole. Aujourd'hui, tous les gens d'extrême droite qui passent leur temps sur les plateaux, ils disent qu'ils peuvent plus dire grand chose et qu'ils sont censurés, alors que ce qui est aujourd'hui censuré, ce serait une parole qui serait une parole différente en fait. C'est une parole qui dit que non, en fait, dans la réalité de la vie de tous les jours, on vit les uns et les autres ensemble, on vit côte à côte. Parfois, il y a des frictions et c'est normal, mais il y aurait des musulmans ou pas des musulmans, il y aurait immigration ou pas immigration, les frottements dans les relations de voisinage et de vivre ensemble existent toujours, mais dans la vraie réalité, on vit les uns côte à côte dans une société qui va plutôt bien. Et donc je pense qu'il y a aussi une manière où la conflictualité sociétale a été mise en scène. Et aussi, il faut se le dire, on ne parle pas dans une neutralité absolue. Je veux dire, ce n'est pas un pays qui a basculé à droite et à l'extrême droite. C'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des milliardaires qui ont mis de l'argent sur la table pour orienter l'opinion publique dans leur point de vue. Et je pense qu'on vit aussi un moment où le poids d'un certain nombre de pouvoirs financiers, de pouvoirs réactionnaires, parfois racistes et xénophobes, comme Bolloré, viennent dicter aujourd'hui la conduite à tout le monde, quoi. Et donc... Mais du coup, sur la question de la représentation des médias, parce que tu parlais aussi qu'on donne la parole à des gens d'extrême droite, mais est-ce que les médias, il ne faudrait pas aussi qu'ils fassent un peu plus preuve de pédagogie? Par exemple, je donne un exemple très clair, c'est quand on parle de l'augmentation de la délinquance juvénile dans les médias. Alors, on va sélectionner des faits où il y a des mineurs qui sont pris dans des faits de délinquance, d'agression, des choses comme ça, sans dire que depuis les années 80, la délinquance juvénile a baissé en nombre d'actes. Même si la population augmente, la délinquance juvénile a baissé. Mais c'est comme l'insécurité de manière générale, voilà. Elle a baissé. Il y a moins de domicides en France qu'il y a 20 ans. Mais est-ce que les médias n'ont pas une responsabilité ils ne présentent que des faits sans expliquer le contexte? On a très peu aujourd'hui de médias qui expliquent les choses en fait. On a très peu de médias qui font de l'information en contextualisant l'information. Il y en a. Mais c'est souvent des articles de 10 minutes. Mais la majeure partie des médias aujourd'hui sont ont des agendas politiques d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est pas un problème d'avoir des chaînes ou des journaux d'opinion de droite et d'extrême droite dans l'absolu. Tant que ça n'enfreint pas la loi et ça tombe pas sur le coup. Oui, puis qu'ils annoncent leur ligne éditoriale. Voilà, ça pose pas de problème. Ce qui est anormal, c'est la profusion de moyens et d'espaces médiatiques mis à disposition de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui en France, qui est quelque chose qui se passe en complaisance d'un certain nombre d'acteurs médiatiques. Je veux dire, ce qui ferait un bien fou à cette société aussi, c'est qu'on vire, je veux dire, des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, dont les faits d'armes de journalisme sont peut-être parfois inexistants et qui passent leur vie à commenter à des heures de grande antenne l'actualité politique et dire ce qu'il faut penser. Mais il faut un peu sortir dans d'autres pays. Il faut voir comment les États-Unis ne sont pas un modèle, mais quand on voit CNN ou quand Christiane Amanpour sur CNN, elle fait ses interviews, elle ne fait pas des interviews de révérence, elle pose des questions qui gênent. Quand on regarde la BBC, quand on regarde la presse allemande, je veux dire, on a quand même une presse de manière générale qui est une presse de complaisance et qui ne va pas jusqu'à poser les vraies questions et ensuite derrière de contextualiser. Et puis enfin, on ne peut pas se dire que le modèle de financement aujourd'hui des médias n'entraîne pas une déviation. C'est le problème de l'ensemble des démocraties et des dictatures, je dirais. C'est qui finance possède. Et donc il y a une vraie question aujourd'hui à comment on peut contrer cette parole de dire comment faire face à un Bolloré, comment faire face à un Sadé. Est-ce que la multitude, le pouvoir de la multitude que nous avons, est-ce que ça suffit en fait? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on arrive à faire face? Comment on arrive? Et puis comment chacune et chacun dans nos comportements, par exemple, Bolloré, c'est aussi le groupe Canal+. Il y a encore beaucoup de gens il y a des gens qui sont abonnés à Canal+, pas pour Bolloré, pour regarder les contenus de Bolloré. Et donc, comment on fait aussi dans nos comportements de manière éthique à essayer de contourner? Moi, quand je vois que Hanouna
malgré toute la bêtise qu'il peut dire, ben, quelle écoute il a auprès d'une partie de la population, des gens que je peux fréquenter dans mon milieu professionnel, c'est assez hallucinant, quoi. Je veux dire, on a besoin d'intelligence là où on déverse de la bêtise à longueur de journée. Tu es depuis un moment élu à la ville de Strasbourg. Et quels sont les projets et les activités d'extrême droite auxquels la ville de Strasbourg ou l'Eurométropole ont dû s'opposer? Il n'y a pas de projet précis parce que quand il y a par exemple des manifestations d'extrême droite, nous on n'a pas de pouvoir, c'est la préfecture qui décide de les autoriser ou pas. Il y a quand même eu le local à l'Esplanade, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, mais quand c'est un local privé qui est donné à louer à une structure, un local associatif, là aussi, nous, on a très peu de pouvoir. C'est la préfecture qui a le plus. Donc, dans le cadre de nos pouvoirs, on n'a pas vu émerger, en tout cas, j'ai pas vu jusque-là une asso d'extrême droite déposer un dossier de subvention dans lequel nous, on aurait notre mot à dire. Ou ce type de comportement. Par contre, on a eu des élus d'extrême droite. On a eu des élus d'extrême droite entre 2014 et 2020 qui ont été élus. On a eu un groupe d'extrême droite avec 2 élus, dont un Jean-Luc Schaffhauser, ancien député européen, qui était intermédiaire financier pour le premier prêt de Marine Le Pen depuis la Russie. Donc on a eu un certain nombre de responsables d'extrême droite, mais jusque-là, il n'y a pas eu de projets municipaux en tant que tel. C'est plus une mobilisation qu'on voit et des poussées d'extrême droite qu'on voit. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est sous la poussée de l'ensemble de ces médias, comme j'en ai parlé, de voir aujourd'hui un certain nombre d'idées et de paroles d'extrême droite arriver facilement, parfois dans l'Assemblée délibérante, repris par d'autres. Par exemple, quand une partie de la droite dite républicaine s'oppose à des projets d'hébergement inconditionnel en disant que nous, on doit héberger que les gens qui sont en situation régulière et pas les autres, ça rompt avec la tradition de Strasbourg, ça rompt avec la tradition municipale qu'on souhaite porter d'accueil inconditionnel. Bien sûr, il y a encore des gens à la rue, mais notre principe, à la hauteur des moyens que nous avons et des moyens que nous mettons tous les jours, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, quelle que soit sa situation administrative. Et on dit bien que il ne peut pas y avoir d'incomplétude dans les droits humains. On peut avoir des dossiers administratifs incomplets, mais les droits humains ne se décident pas de manière complète ou incomplète, quoi. Oui, si on est humain, on a un certain nombre de droits. Et donc, c'est plus ça que de projets en direct dans les champs où la municipalité parfois n'a pas d'intérêt légal à agir ou de compétences légales pour pouvoir agir. Oui, parce qu'il faut le rappeler que l'accueil des personnes étrangères et la mise à l'abri des personnes qui sont à la rue, c'est une compétence de l'État. Oui, et ça c'est ce qu'on fait volontairement. Oui. Du coup, comment est-ce qu'on peut contrer, comment est-ce qu'on peut s'opposer à l'implantation des idées et des discours de l'extrême droite pour éviter justement pour contrer cette hégémonie, ce combat culturel, quoi? D'abord, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, et pour s'organiser, il suffit pas au moment des élections simplement de dire l'extrême droite arrive au pouvoir, je vais aller voter. Et je pense que c'est pas qu'une affaire de politique. C'est pas qu'une affaire de municipalité, c'est une affaire globale qui concerne toutes et tous partout où on est. D'abord, faut comprendre et se former, et je pense que là où on a un point faible aujourd'hui à gauche, c'est la compréhension du phénomène d'extrême droite, de ce qui sous-tend le vote, d'une part, et d'autre part, de comprendre l'idéologie de l'extrême droite, qui n'est pas une idéologie uniforme en fait, qui est une idéologie multiforme. Je renvoie pour les auditeurs qui pourraient le lire à la revue du Crieur, le dernier numéro de la revue du Crieur, qui consacre aux différentes familles et branches assez nouveaux de l'extrême droite, que ce soit au niveau européen, au niveau français, mais aussi outre-Atlantique. On voit bien que c'est un vaste mouvement. C'est un vaste mouvement d'idées, c'est un vaste mouvement qui a des moyens, qui produit du coup un contenu intellectuel. Et je pense qu'il faut se battre sur le plan des idées. Et donc il faut aussi de nouveau se remettre à travailler, à critiquer
ce qui est produit, à mettre en place une critique sociale sur ce qui est proposé. Il faut faire le travail de critique politique. Ça a été fait dans cette campagne législative qui était courte, mais c'était intéressant de dire en quoi les idées et les propositions de l'extrême droite ne vont pas changer votre vie. Si votre question c'est le pouvoir d'achat, si votre question c'est le logement, si la question c'est l'accès à la santé, à l'éducation, si c'est ça, ça va pas changer. Et voilà pourquoi ça va pas changer. Et puis enfin, il faut aussi se battre contre l'ensemble de ces médias en fait d'extrême droite, en proposant des paroles alternatives à ça, en multipliant les prises de parole et en disant les choses, en s'organisant pour le faire. Ce que je veux dire, c'est que on va pas se battre d'égal à égal entre, par exemple, le travail que tu fais toi et Bolloré. Je veux dire, il y a une disproportion en termes de moyens et d'audience qui est énorme. Néanmoins, il faut qu'on fasse toutes et tous ce travail-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez urgent. Et puis enfin, il faut que la gauche, si elle arrive à accéder au pouvoir, il faut qu'elle change concrètement les choses dans la vie réelle. Ça veut dire qu'il faut du service public. Il faut de la présence du service public, parce que la vraie réponse, c'est ça, c'est comment on répond à la question du logement, comment on répond à la question du besoin de soins, comment on répond à une institution, à une puissance publique qui est aux côtés des populations, quoi. Et donc, faut montrer en quoi, après avoir démonté les idées de l'extrême droite, en quoi la seule réponse est une réponse d'émancipation. Et puis enfin, je terminerai par là, je pense qu'il faut redessiner un imaginaire d'émancipation. Je veux dire, on en a marre de se battre, tout le monde en a marre de se battre contre, c'est pas ça la question. Mais c'est quoi l'imaginaire qu'on met en œuvre? Comment on arrive à amener les nouvelles générations, pas juste combattre contre l'extrême droite. Moi, tout mon engagement, depuis que je me suis engagé, c'est se battre contre l'extrême droite, contre l'extrême droite, contre l'extrême droite. Mais c'est quoi l'autre chose qu'on a envie de proposer? Et là, pour le coup, faut donner une place à l'éducation populaire aussi. Complètement. Parce que c'est l'émission que s'est donnée l'éducation populaire systématiquement. Complètement. L'éducation populaire, les mouvements sociaux, les organisations syndicales, les associations, en fait tout ce qui fait société. Je pense qu'il faut aussi descendre, il faut que les politiques se disent que tout dépend pas des politiques. D'ailleurs, les politiques peuvent pas tout faire. Et en tout cas, la gauche, sans une société mobilisée, sans un mouvement social mobilisé, la gauche, elle a aucun poids. Et donc, c'est aussi cette grande coalition qu'il faut refaire. Avec des gens qui vont dans le milieu culturel, dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, chacun proposer comment faire renaître un imaginaire d'émancipation pour que les gens se disent moi en fait la société dont je rêve demain, c'est ça. Et donc arrêter simplement d'être contre, parce que je pense que ça suffit pas, ça fatigue tout le monde. D'accord. Merci.